Bonjour et bienvenue à la section 4, préparation au travail et à l'accouchement. Mon nom est Lucie Guibard, je suis infirmière clinicienne, spécialisée en périnatalité depuis plus de 35 ans au CIS de Laval. Nous allons voir dans cette section les méthodes pharmacologiques qui sont utilisées pendant le travail et pendant l'accouchement. Alors, les premiers qui sont utilisés, c'est les narcotiques, si jamais on a à les utiliser, évidemment. Et le narcotique le plus utilisé pendant le travail, c'est le Nubin. C'est un narcotique qui va aider à faire en sorte que les contractions, la douleur soit diminuée au niveau des contractions, mais elle ne peut pas être complètement abolie comme avec l'épidurale. Alors, le Nubin va commencer habituellement si vous désirez le plus possible ne pas avoir d'épidurale, l'infirmière qui va être attitrée à votre chevet va pouvoir vous le proposer au départ, juste avant de décider si oui ou non vous voulez aller vers une épidurale, si jamais vous le voulez. Mais si vous désirez avoir une épidurale dès votre entrée en chambre de naissance, et ça pourrait fort bien que vous n'ayez pas à utiliser de narcotiques et qu'on demande l'anesthésiste plus rapidement à ce moment-là. Les narcotiques sont là pour faire un entre-deux et souvent vont aider beaucoup à faire en sorte que la femme en travail puisse se relaxer entre les contractions. Moi, je dis toujours qu'une contraction, ça ressemble à une genre de grosse vague. Ça monte vers le haut et ça redescend après. Et les narcotiques, ce qu'ils vont venir faire, c'est un petit peu couper le haut de la vague. Donc, ils vont pas enlever la contraction du tout comme l'épidurale. Donc, on va sentir la contraction, mais on va sentir beaucoup moins la douleur intense qui arrive au haut de la vague. Évidemment, il y a des effets secondaires à ces narcotiques-là. Souvent, on se sent un petit peu plus somnolente. On va vous demander d'être le plus possible allongée ou assise et ne pas vous promener à ce moment-là parce que ça peut vous donner aussi des étourdissements. On demande toujours qu'il y ait quelqu'un avec vous aussi dans la chambre, ça c'est certain. Les autres, on arrive dans les anesthésies. Donc, ça, c'est vraiment des méthodes aussi pharmacologiques qui peuvent vous aider à diminuer la douleur des contractions. Le premier, qui est le protoxyde d'azote, c'est maintenant utilisé de plus en plus. On sait que la Cité de la santé l'utilise maintenant aussi. Alors, c'est un gaz qui est invisible, qui a une odeur légèrement sucrée. Certaines femmes vont nous dire que c'est un petit peu comme ça. C'est surtout utilisé en fin de travail, là. Vraiment quand les femmes préfèrent ne pas avoir l'épidurale, vont continuer leur travail actif, sont capables d'avancer là-dedans sans avoir d'intervention telle que l'épidurale. Ils vont peut-être prendre des narcotiques. Il y a certaines femmes qui vont en prendre, d'autres n'en prendront pas. Et on arrive vers la fin du travail, donc 6, 7, 8 centimètres. Et là, on trouve ça difficile. On voudrait avoir quelque chose d'un peu plus fort. Les narcotiques, habituellement, autour de la phase de transition, on essaie d'éviter les narcotiques parce que ça peut donner un effet c'est un genre de produit qui va passer au travers du placenta. Les narcotiques, ils peuvent aller affecter la respiration du bébé au moment de la naissance. Et comme le narcotique va être, son effet dure environ, c'est variable, là, mais de 1 à 3 heures, on va tenter de ne pas donner ça vers la fin du travail puisque le bébé pourrait naître à l'intérieur de ces temps-là et ça veut pas influencer la respiration naturelle de votre bébé. Alors, le protoxyde d'azote va être plus utilisé parce qu'il est éliminé très rapidement. C'est utilisé durant les contractions seulement. C'est un genre de gaz, donc on va vous donner un masque. C'est mélangé avec de l'oxygène et c'est vous, madame, qui devez le tenir toujours le masque. On demande à ce que l'accompagnateur, ça soit pas la personne qui tienne le masque parce que ça doit absolument être vous qui vous le mettez sur votre visage au moment des contractions et vous allez doser le nombre de fois que vous voulez l'avoir. On appelle ça le fameux gaz hilarant, mais quand on est en travail, ça ne vous donne pas envie de rire, ça vous donne vraiment un effet de relaxation et de détente et ça va un petit peu couper, encore une fois, le haut de la vague que je vous parlais tantôt, surtout quand on est rendu en période de transition, en phase de transition, où là, la contraction, elle est vraiment beaucoup plus intense que quand on est dans les phases actives. Le deuxième anesthésie, c'est le bloc honteux. Le bloc honteux, c'est utilisé seulement quand vous êtes rendu à 10 centimètres et on n'utilise pas le bloc honteux si vous êtes sous épidural. Donc, le protoxyde d'azote non plus, on ne l'utilise pas si vous êtes sous épidural. C'est vraiment des alternatives avant d'arriver à l'épidurale. Mais le bloc honteux, lui, si vous rendez jusqu'à 10 centimètres, vous n'avez pas d'épidural, il se pourrait que le médecin décide de geler les 2 nerfs honteux qui sont à l'intérieur de votre vagin, qui irriguent finalement complètement le vagin et le périnée.
Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça enlève complètement l'effet de brûlure que vous pourriez avoir au niveau vaginal quand le bébé commence à descendre dans le vagin. Donc ça, c'est fait vraiment avant que vous commenciez à pousser. Il faut que le médecin soit arrivé, évidemment, c'est lui qui va le faire. Mais habituellement, s'il a lieu de le faire, il est capable de le faire n'importe quand parce qu'au premier bébé, habituellement, c'est un petit peu plus long pour pousser. C'est un analgésique, un anesthésique, excusez, une anesthésie locale qu'on appelle puisque ça va seulement geler la partie du périnée et du vagin. Ce qui fait que si vous avez une déchirure ou une épisiotomie, vous ne la sentirez pas et le médecin va pouvoir réparer par la suite sans qu'il ait à vous redonner une médication quelconque, à moins que ça ait été assez long et que là, le bloc honteux ne fasse plus effet. Et à ce moment-là, on va aller vers l'anesthésie locale. L'anesthésie locale, c'est vraiment comme si vous alliez chez le dentiste, on gèle localement la partie pour être sûr que vous ne sentez pas. Donc, si on ne peut pas faire le bloc honteux parce que vous avez commencé à pousser et que là, la tête descend au niveau du vagin, quand vous vous rappelez, j'ai parlé des stations. Donc, si le bébé est rendu en station plus 2, plus 3 ou plus 1, quand il est vraiment vers le bas, le médecin ne sera pas capable de faire le bloc honteux puisqu'il ne pourra pas aller chercher les nerfs honteux de chaque côté. Et ça, il faut vraiment qu'il ait de l'espace. Et si la tête, elle est déjà engagée au niveau du vagin, il ne pourra pas le faire. Il va faire une anesthésie locale. Et souvent, il va le faire après que vous ayez accouché parce que ça ne donne pas grand-chose de le faire avant. C'est vraiment local, donc ça ne va pas geler complètement le vagin, ça va juste geler vraiment une petite partie. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'on va procéder à l'accouchement. Et si pour une raison ou une autre, vous subissez une petite déchirure ou que le médecin juge qu'on devrait vous faire une épisiotomie, ne vous en faites pas, vous ne sentirez pas ça, ou enfin très peu, parce que les fibres musculaires du périnée sont tellement étirées pendant un accouchement que souvent vous sentez la brûlure de l'étirement de ces fibres-là et non pas de la coupure ou de la déchirure qui va se faire. Cependant, suite à l'accouchement, là, vous allez le sentir, cette coupure ou cette déchirure, et c'est là que le médecin va faire l'anesthésie locale. Donc, on va geler au pourtour de la plaie, si je peux appeler ça comme ça, du périnée, et on va à ce moment-là être capable de réparer et de coudre sans que vous ne ressentiez des douleurs associées à ça. Il y a un inconfort, c'est sûr, parce que suite à l'accouchement, évidemment, les fibres ont tellement été étirées quand ça revient, on sent de l'inconfort. Alors, l'anesthésie locale va aider à enlever la douleur, puis afin de permettre au médecin de mieux procéder à la réparation. Maintenant, on arrive à l'épidurale. L'épidurale qui est vraiment ça doit être fait par l'anesthésiste, première des choses. Les médecins ne font pas les épidurales, c'est vraiment les anesthésistes ou anesthésiologistes, dépendamment comment on veut les appeler. Ça va geler vraiment les nerfs dans la région du bas du dos, du ventre et du bassin. Donc, on le voit sur la photo, là, ça gèle vraiment à partir d'en bas des seins vers les jambes. Bon, évidemment, vous allez sentir qu'on vous touche, qu'on est capable de vous allez ressentir la sensation du toucher. Vos jambes vont devenir vraiment moins, comment je pourrais dire ça, moins fortes. Vous ne pourrez pas vous soutenir sur vos jambes. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va recommander que vous restiez toujours allongé dans votre lit ou assis sur le bord du lit. Vous pouvez quand même bouger et on vous recommande vraiment de bouger puisqu'on veut vraiment que le bébé descende, donc s'engage dans le bassin. Et pour ce faire, ben, il faut essayer d'éviter les stations allongées sur votre dos. On va vous demander toujours d'être sur les côtés, au côté gauche de préférence, mais on peut aussi aller du côté droit et vous asseoir. Donc, vous le voyez sur la diapo que vous avez devant vous, l'aiguille, ou on appelle ça l'aiguille péridurale. Il y a un cathéter qui rentre et on voit le petit cathéter. C'est un genre de petit fil, mais qui est un tube finalement et qui va rentrer dans l'espace péridural. Donc, on voit la moelle épinière qui est en plein milieu, la dure-mère qui est la paroi qui finalement protège la moelle épinière. Et l'anesthésiste va rentrer son aiguille péridurale vraiment dans l'espace péridural, la première espace, et c'est là qu'il va injecter la médication. Quand on fait l'épidurale, on va geler la partie locale du dos pour éviter que vous sentiez l'aiguille rentrer. L'aiguille péridurale, elle est quand même assez, je dirais, importante, c'est-à-dire que quand on la regarde, on la trouve assez grosse, mais comme vous allez être gelé avec un petit peu de xylocaïne qu'on appelle au pourtour, habituellement, vous ne sentez pas l'aiguille qui pénètre. Vous sentez quand même une pression dans votre dos, ça c'est sûr, parce que veut pas, l'anesthésiste va rentrer entre deux vertèbres
Et pour ce faire, parfois, il y a des femmes pour qui c'est un petit peu plus, je dirais un petit peu plus serré. Et là, il doit s'insérer à l'intérieur entre les deux vertèbres. Mais à part de ça, c'est à peu près tout. Habituellement, vous commencez à ressentir les effets de la péridurale ou de l'épidurale dans les minutes qui suivent pour soulager la douleur associée à la contraction. Évidemment qu'il y a des effets secondaires possibles à l'épidurale. La première chose, c'est la chute passagère de la tension artérielle de la mère. Donc, c'est évident que quand on vous donne ce médicament, souvent, ça fait une vasodilatation au niveau de vos vaisseaux sanguins et à ce moment-là, la pression artérielle va chuter, ce qui peut vous amener des étourdissements. On le voit dans le troisième point sur la diapo, les étourdissements. Et les étourdissements, habituellement, sont très passagers. Ils vont durer juste le temps où votre corps s'habitue à l'épidurale. À cause du fait de la chute de pression artérielle, le fœtus va compenser en mettant une fréquence cardiaque accélérée habituellement. On parle anormal, mais bon, anormal pour nous, c'est quand c'est trop rapide ou trop lent. Mais habituellement, ça va être trop rapide. Et ça fait suite à la chute de la tension artérielle maternelle. Et c'est la raison pour laquelle, si on vous met une épidurale ou on vous donne une épidurale, vous allez être sous le moniteur fœtal externe en tout temps. On ne l'enlève plus ou sauf pour de très courtes périodes. Et c'est spécifiquement pour regarder le cœur du bébé et suivre attentivement l'évolution de vos contractions. Bon, l'autre effet secondaire, la difficulté à uriner. Étant donné que vous ressentez plus ou moins vos jambes, vous sentez qu'on vous touche, mais vous ne sentez pas beaucoup la force de vos jambes, mais quand on doit vider votre vessie, je vous en ai parlé dans l'autre section, à tout environ le plus rapidement aux 2 heures, des fois plus rapidement que ça, des fois bon, on passe pas trop le 2 heures. Et là, comme vous ne pouvez pas vous lever pour aller à la chambre de bain, on va vous mettre la bassine. Et pour plusieurs femmes, c'est très, très difficile d'uriner sur la bassine, même si on essaie de vous asseoir dessus. Ce qui va résulter finalement à l'insertion d'un cathéter vésical pour finalement vider votre vessie. Et comme on ne veut pas rentrer et sortir toujours un cathéter de votre vessie pour éviter le risque d'infection, on va laisser le cathéter à l'intérieur de votre vessie tout le temps de votre travail et on va vous l'enlever en période postnatale, donc suite à l'accouchement, dans les heures qui vont suivre votre accouchement. L'augmentation de la température est un autre effet secondaire et c'est la raison pour laquelle l'infirmière va toujours vérifier vos signes vitaux avec votre température parce que si jamais on voit une augmentation de la température, on va en aviser le médecin évidemment, mais ça se peut à ce moment-là qu'on essaie de diminuer l'épidurale parce que l'épidurale, c'est un médicament qui va vous être donné qui va être inséré dans le liquide d'un petit sac qui va être suspendu à côté de vous et le cathéter qui va dans votre dos est relié à ce petit sac-là. Alors, on est capable, si on le veut, d'arrêter le goutte à goutte de l'épidurale pour faire en sorte que celle-ci puisse être complètement arrêtée si jamais on a besoin de ça. Et céphalie passagère, ça vient avec le fait de votre pression artérielle qui va diminuer. Donc, si vous avez mal à la tête suite à l'épidurale, c'est normal. C'est vraiment passager et ça va se dissiper assez rapidement. Les réactions médicamenteuses suite à l'épidurale, bon, on le sait, ça peut être des nausées, des vomissements et des démangeaisons. C'est assez rare, mais ça peut arriver et c'est aussi passager. Les douleurs au point de ponction, c'est souvent suite à l'épidurale. Donc, vous allez au retour à votre domicile ou en postpartum immédiat. Il se pourrait qu'après qu'on ait enlevé le cathéter, que vous sentiez des légères douleurs au point de ponction, qui eux autres aussi vont disparaître dans les jours qui vont suivre. Bon, évidemment, il y a des effets non désirés qu'on ne veut pas, qui ne sont pas des effets secondaires, mais des effets qui, s'ils arrivent, on ne les aime pas, on ne veut pas qu'ils soient là. Le temps de pousser plus long. Alors évidemment, étant donné que surtout chez un premier bébé, si on est sous épidurale, souvent rendu à 10 cm, le médecin ou l'infirmière va arrêter l'épidurale pour qu'on puisse recommencer à ressentir les contractions de façon naturelle pour aider à la descente du bébé et pour que vous puissiez pousser de façon plus consciente le bébé dans votre vagin. Parce que quand on est sous épidurale, les sensations ne sont pas les mêmes, on ne ressent pas le même besoin de pousser et ça va occasionner, veut pas, un temps de pousser plus long. Bon, habituellement, quand on pousse un bébé de façon naturelle, sans être sous épidurale,
Naturel, j'aime pas ça parce qu'un accouchement sous épidural, c'est naturel aussi. Alors, je vais essayer d'enlever ce terme-là, plutôt d'un accouchement par voie vaginale. Le temps de poussée va être environ de 1 à 2 heures pour un premier bébé si je ne suis pas sous épidural. Si on est sous épidural, la moyenne va être de 1 à 3 heures. Donc, c'est très variable d'une femme à l'autre. Ça dépend encore une fois de où le bébé est situé au niveau du bassin au moment où on commence à pousser, donc au moment où on atteint le 10 cm. Plus le bébé est bas, c'est-à-dire dans les plus, vous en souvenez encore une fois, je vais le répéter, la position du bébé dans votre bassin. Alors, on s'en souvient, il y avait de -4 jusqu'à +4, +4 étant le bébé sur votre périnée, donc on est en train d'accoucher, et on est situé entre ça. Alors, souvent, l'important de demander la station du bébé. Et si le bébé est dans les plus, donc +2, +1, vous le savez qu'il est bas et chez la femme pour qui ça arrive, bien évidemment que le temps de pousser va être un peu moins long. Je dis bien ça sous toute réserve parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte que le temps de pousser soit un peu plus long. Mais si le bébé est à une station -1 ou 0 de station, ben on peut s'attendre à ce que ça soit légèrement plus long, surtout si on est sous épidural. Bon, le deuxième, une incidence accrue de position anormale du fœtus due à la diminution de mobilité. Mobilité pour vous, madame. Donc, si vous êtes beaucoup couché, vous avez eu l'épidural très tôt pendant votre travail, on sait qu'on peut on peut donner et offrir l'épidural à partir du travail actif, idéalement à partir de 4 cm. Bon, il y a certaines places qui vont le faire à partir de 3. Ben, quand on parle de position anormale, c'est que la tête du bébé n'est pas bien positionnée à l'intérieur de votre bassin. Alors, il est positionné, on va le voir plus loin, en position peut-être postérieure au lieu d'antérieure, et ce qui va faire en sorte que vous allez avoir à pousser beaucoup plus longtemps. Bon, un plus grand usage de l'ocytocine qui est cette hormone qui vous donne des contractions, et à ce moment-là, on peut la donner aussi de façon artificielle. L'épidural, ce que ça peut faire aussi, c'est un peu ralentir votre travail. Et si ça ralentit votre travail, puis on est rendu à 10 cm, nous, on veut que vous soyez capable de pousser pour chaque contraction, puisqu'on ne pousse pas entre les contractions. Mais si les contractions sont aux 5-6 minutes, ben vous allez comprendre qu'on va pousser seulement aux 5-6 minutes. Et à ce moment-là, ben, on va avoir besoin de vous donner une médication qui va ramener vos contractions aux 2 minutes ou à peu près aux 2 minutes. Même pendant le travail aussi, ça peut faire le même effet, donc ralentir votre travail, ralentir votre dilatation. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'on ne souhaite pas puisque la fatigue vient avec aussi et vous devez pousser par la suite. Alors, souvent, le médecin va demander à ce qu'on vous mette un soluté avec de l'ocytocine à l'intérieur. Le médicament, c'est du syntocinon et on va vous l'administrer à ce moment-là par goutte à goutte. C'est l'infirmière qui va vous donner tout ça. Une hausse du nombre d'accouchements vaginaux instrumentalisés, on parle de ventouses et forceps, ben oui, encore une fois, ça vient avec le fait que vous ne sentez pas vraiment l'endroit où vous devez pousser au moment de l'accouchement. Et ce que ça fait, c'est que parfois, le médecin doit utiliser les ventouses pour vous aider à finalement pousser le bébé parce qu'il faut bien comprendre qu'on peut pousser seulement pendant une contraction, on ne pousse pas entre les contractions. Et si, encore une fois, les contractions sont moins intenses, moins de bonne qualité, ben le bébé ne sera pas expulsé vers le bas, il va rester à peu près au même endroit, puis là, la mère va se fatiguer. Alors, le médecin peut aller aider avec une ventouse. Et si la ventouse ne fonctionne pas, ça ne veut pas descendre, ben on va aller vers un forceps. On en parlera un petit peu plus loin dans le diapo. L'autre effet non désiré, la probabilité d'initiation de l'allaitement maternel retardé, ça veut dire que, étant donné que vous êtes fatigué, vous avez poussé longtemps, vous avez eu beaucoup de soluté, il se pourrait que le bébé, quand il va naître, soit un peu plus fatigué aussi, un peu plus, je dirais, moins réactif. Et c'est ce qui fait que son réflexe de succion va être moins présent. Et à ce moment-là, évidemment que vous ne pourrez pas, ou même si vous tentez d'allaiter, ça pourrait ne pas fonctionner au moment que vous voulez l'initier. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un échec d'allaitement complet. Les infirmières vont vous soutenir là-dedans. On va vous remettre le bébé au sein le plus souvent possible pour essayer de stimuler autant le bébé que votre glande mammaire. Mais c'est vrai que ça peut avoir une problématique au niveau de votre allaitement.
Bon, évidemment, il y a des interventions qui sont possibles durant votre travail. On va les énumérer et je vais vous les expliquer en même temps. Le premier, qui est la rupture artificielle des membranes, on va la voir dans quelques instants, la stimulation du travail et la césarienne. Ce sont 3 interventions possibles n'importe quand durant votre travail. Ça ne veut pas dire que c'est seulement à la fin de votre travail. Je vous ai parlé de la rupture de la poche des os quand on vous parlait si jamais ça vous arrive à la maison ou ça vous arrive, évidemment, ça peut arriver n'importe quand durant le travail. La rupture spontanée, on vient de parler, on vous demandait de vous rendre à l'hôpital sans rester à la maison, de noter l'heure et de noter la couleur. Maintenant, si cette poche-là ne rupture pas pendant votre travail, il se pourrait que ce soit le médecin qui fasse cette rupture-là de façon artificielle. Alors, pourquoi on ferait une rupture artificielle des membranes? La première raison, souvent, c'est pour aider à ce que le travail s'accélère un peu. Alors, quand on rentre en phase active, autour du 3-4 cm, et que là, le travail va bien vous dilater à toutes les heures, on voit une amélioration, une dilatation, le bébé descend dans le bassin. Éventuellement, vous allez arriver en phase de transition entre 7 et 10. Et là, si la poche des os n'est pas rupturée encore de façon naturelle ou spontanée, le médecin va faire la rupture pour aider à ce que le bébé puisse descendre dans la filière vaginale. La poche des os ne va pas empêcher ça, mais va aider à ce que le bébé n'ait plus de l'eau en avant de sa tête et va diminuer la quantité de sécrétion qu'il aura au moment de la naissance. C'est surtout pour ça. Bon, souvent, le médecin va la rupturer autour de 4-5 cm, comme je vous ai dit tantôt, pour accélérer le processus. Mais quand on le fait en bas de 3 cm, c'est-à-dire que si vous rentrez à l'hôpital, que vous êtes déjà juste à 1 cm de dilatation, même à 1, c'est très difficile d'aller rupturer la poche des os parce que c'est un genre de petit crochet qu'on va insérer. On le voit bien dans la diapo. Il y a un petit pic au bout. Et tout ce qu'on va aller crever, c'est la petite poche d'eau qui est en avant de la tête du bébé. Et c'est cette quantité d'eau-là qui va s'évacuer. Vous le voyez bien dans la diapo, tout ce qui est dans le corps du bébé, toute l'eau qui est là, la tête fait office d'un bouchon et à ce moment-là, cette eau-là ne va pas s'évacuer. Donc, une naissance sèche, ça n'arrive pas. Quand on parle d'une naissance sèche, souvent, c'est parce que les bébés sortent et ils ont la peau qui pèle. Mais ça veut dire que c'est plutôt un bébé né post-terme, donc il est beaucoup avancé, il était dans l'eau trop longtemps et là, la peau commence à, on va dire, plomber. Donc, on parle d'un bébé en haut de 41 semaines de grossesse. Même si, dans vos dates, vous seriez autour de 40 semaines, si votre bébé pèle comme ça au moment de la naissance, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'eau dans in utero, c'est parce que ça fait trop longtemps qu'il était dans l'intérieur de cette eau-là. Contrairement à un bébé qui va naître prématurément, entre guillemets, pour nous autres, prématurément, on s'entend, c'est en bas de 36 semaines, mais si votre bébé naît à 38 ou 37 semaines de grossesse, il se pourrait qu'il naisse avec beaucoup de vernix caseosa sur lui. Donc, le vernix, qui est la grosse couche de crème blanche partout pour protéger sa peau du froid, parce qu'il n'a pas encore une masse graisseuse assez importante pour le protéger. Ça aussi, c'est un indicateur que le bébé, finalement, n'est pas à terme. Mais à terme, pour nous, on s'entend, là, c'est entre 38 et 41, 42 semaines habituellement. Donc, si même par vos dates, vous êtes à 39 semaines et que le bébé naît avec beaucoup de crème sur son corps, vraiment énormément, ben, il se pourrait que vous soyez réellement autour de 37 semaines de grossesse. Mais ça, ne vous en faites pas, ça ne change rien au niveau de l'état de santé du bébé. C'est seulement des petits signes qui nous disent, ou en tout cas qui nous font en sorte que nous, comme professionnels de la santé, on est capable de dire un petit peu c'est quelle semaine de grossesse que votre bébé est vraiment. Alors, la rupture artificielle des membranes, on fait la même chose, on note l'heure, on note la couleur. Ne vous en faites pas, il n'y a aucune douleur associée à ça. Et le médecin va le faire pendant une contraction. C'est l'inconfort que vous allez ressentir parce que pendant la contraction, la fameuse poche que vous voyez en bas, moi j'appelle ça un genre de ballon, va être beaucoup plus prononcée au moment d'une contraction et c'est plus facile de crever la poche des os, de la rupturer. Et ça prend 1 seconde, 2 secondes, le médecin va la crever, il va enlever ses doigts. Parfois, il va les garder juste pour être sûr que la tête du bébé est bien appuyée au niveau est bien engagée au niveau du bassin, encore une fois à cause des stations. Et je vous suggère à ce moment-là de demander au médecin la dilatation, l'effacement, s'il n'est pas déjà à 100%. Évidemment, si vous êtes déjà à 100% effacé, l'effacement ne devrait pas changer. Et la station du bébé, surtout à quel endroit il est situé dans votre bassin.
Quand on parle de stimulation du travail, ça va être, vous êtes offert ça surtout si, encore une fois, pour différentes raisons, votre travail n'avance pas. Une femme très, très, très fatiguée, qui a commencé son travail en soirée, qui n'a pas dormi de la nuit, qu'on continue durant la journée, qui est rendue à 5 heures l'après-midi, est encore à 3 ou 4 centimètres. Là, vous comprendrez que ça fait déjà plus que 12 heures. On s'en va vers du 24 heures en travail. Ben, le médecin va demander à ce qu'on essaye de l'aider. Moi, je vous ai mis ça pire, là, mais ça peut être avant ça, évidemment. Et à ce moment-là, on va demander à vous offrir quelque chose pour vous stimuler le travail. C'est du pitocin, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une médication qu'on va mettre dans un sac. On le voit très bien, c'est intraveineux. Il y a une petite machine qui va calculer le nombre de gouttes qui entrent à l'intérieur de votre corps et ça doit être vraiment très, très, très minutieusement calculé parce que c'est une médication qui peut, si on ne faisait pas ça, vous donner des contractions à l'infini. Et on s'entend que les contractions agissent évidemment sur la circulation du placenta qui, elle, va agir sur le cœur du bébé. Alors, quand on fait une stimulation du travail, c'est que vous êtes déjà en travail, mais que ça n'avance pas. Alors, indépendamment de où vous êtes rendu dans votre travail, que ce soit en début de travail, en milieu de travail ou même pendant que vous poussez, il se pourrait qu'on ait à vous offrir ou à vous installer ce genre de médication pour vous aider à augmenter la quantité de contraction que vous aurez. Et des fois, c'est pas juste la quantité, mais la qualité de la contraction. Il y a des femmes qui vont ressentir des contractions aux 2 minutes, mais elles ne vont plus dilater. La dilatation va être stationnaire à 4, 5, 6 centimètres, c'est variable. Alors, quand ça fait ça, ça veut dire que votre corps est fatigué, il est plus capable. Pourtant, vous ressentez très bien les contractions, même si elles sont aux 2 minutes. On va quand même commencer la stimulation du travail. Vos contractions vont rester aux 2 minutes, mais vont être de bien meilleure qualité et à ce moment-là, on va s'attendre à une dilatation qui va s'en suivre. C'est ce qu'on veut comme effet. Il se pourrait qu'avec la stimulation du travail, comme vous êtes très fatigué, que l'infirmière vous suggère peut-être d'aller vers l'épidurale ou que vous-même vous la demandiez de façon très, très virulente, ben allez-y. C'est évident qu'au moment où on va commencer une stimulation du travail, ce n'est plus vos contractions à vous de façon naturelle de votre corps qui va être produit, mais bien de façon artificielle par une médication. Et là, la douleur, elle va être peut-être plus difficile à prendre. Souvent, on va combiner la stimulation du travail avec l'épidurale et habituellement, ça va assez bien et la réponse, elle est très positive. Bon, quand on rentre maintenant dans la ventouse, on la voit ici, c'est un genre de petit, comment je pourrais vous dire, moi j'appelle ça comme si c'était des bouches toilettes. Souvent dans mes cours prénataux, on trouve ça bien drôle, mais quand on voit vous voyez bien sur la photo que c'est pas ça, là, c'est juste comme, c'est en silicone, c'est fait en silicone, on va la mettre sur le dessus de la tête du bébé. C'est le médecin qui va installer, évidemment, cette ventouse et elle est reliée avec un tube à une machine qui, elle, a une succion finalement. Alors, pendant la contraction, c'est toujours pendant une contraction, le médecin va activer la machine qui va, elle, suctionner, donc tirer un peu sur la tête du bébé pendant que vous allez pousser. Alors, ce sont les deux effets combinés. Vous poussez, la contraction pousse le bébé et le médecin, lui, j'aime pas dire tirer, il tire pas. C'est la machine qui suctionne et qui donne un effet d'avancer de la tête vers le bas. Donc, ça va vous aider à faire en sorte que le bébé descende et que là, la poussée soit plus efficace. Bon, la ventouse, ce n'est pas un appareillage rigide, donc c'est mou, c'est en silicone. Ce que ça fait, c'est que ça agit sur la peau du bébé, donc ça tire sur sa peau aussi. Et il se peut que vous voyez naître votre bébé avec une tête plus de forme allongée et aussi avec peut-être quelques hématomes, puisque ça aussi, ça va pas serrer au niveau des vaisseaux sanguins et ça peut en faire éclater quelques-uns qui sont des petits capillaires. Ne vous en faites pas, tout ça va être résorbé dans les jours qui vont suivre. Habituellement, en 24-48 heures, ça redevient normal, mais c'est l'effet secondaire possible de la ventouse. Quand on rentre dans le forceps, c'est un instrument beaucoup plus, euh, bon, comment je pourrais dire ça? C'est rigide, c'est des instruments qui ne sont pas en silicone, là, c'est en acier inoxydable. Bon, pour les forceps, habituellement, ça va être utilisé quand la ventouse ne fait pas l'effet qu'on désire, c'est-à-dire que le bébé ne descend pas autant qu'on voudrait et, je dis bien et,
que le bébé commence à être moins bien à l'intérieur de votre vagin, là, que le cœur du bébé descend fréquemment en bas de 100 par minute. Alors, on veut que ce bébé-là sorte et il faut bien comprendre que si on utilise la ventouse ou le forceps, c'est que votre bébé est rendu en station 0 et plus bas. S'il est à 0 et plus bas, ça va être beaucoup plus rapide de faire une ventouse ou un forceps pour sortir votre bébé s'il ne va pas bien que d'aller vers une césarienne. Alors, on va demander à ce qu'un un obstétricien gynécologue vienne en consultation pour utiliser les forceps. Ce n'est pas les médecins de famille qui font ça. Donc, vous avez des médecins qui font beaucoup d'accouchements et qui se nomment des obstétriciens, mais qui ne font pas de césarienne, qui ne sont pas un chirurgien pour aller vers les césariennes. Alors, ces médecins-là peuvent utiliser la ventouse sans aucun problème, mais quand on arrive à l'utilisation du forceps, une demande de consultation avec un gynécologue doit être faite absolument. Et ne vous en faites pas, il y en a toujours à l'intérieur de l'hôpital. Donc, le médecin spécialiste va arriver dans les minutes qui vont suivre la demande et c'est lui ou elle qui va installer les cuillères des forceps. Ils vont se positionner de chaque côté de la tête. Il faut que ça soit bien mis pour que ça ne fasse pas de fracture de mâchoire ou que ça n'aille pas sur l'arcade sourcilière ou autre. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande à des spécialistes de venir l'utiliser. Et là, le médecin va tirer en même temps que la contraction, en même temps que madame pousse, pour faire en sorte qu'on sorte ce bébé-là le plus rapidement possible s'il y a de la souffrance, c'est-à-dire si son cœur est en bas de 100 ou en bas de ce nombre de pulsations-là par minute. Alors, le bébé va sortir habituellement à l'intérieur de une ou deux contractions, la naissance va se faire. Il faut bien comprendre que les forceps, ce n'est pas fréquent, vraiment pas. Et c'est vraiment une intervention de dernière chance, là, parce que c'est pas quelque chose que vous allez être utilisé très, très souvent. Je n'ai pas de statistiques à l'intérieur du nombre de fois que c'est utilisé pendant un travail parce que c'est tellement exceptionnel. Bon, évidemment, on parle d'épisiotomie. L'épisiotomie qui est comme une coupure du périnée qu'on fait au moment où le bébé est sur le point de naître. L'épisiotomie n'est pratiquement plus faite de nos jours, vraiment. C'est seulement au besoin. Le médecin va souvent préférer ne pas faire d'épisiotomie, aller plus vers de laisser la nature faire les choses. Et c'est là où on rentre dans les possibilités de déchirure du périnée. Bon, il y en a des gens qui vont me dire pourquoi on préfère qu'il y ait une déchirure qu'une épisiotomie. L'épisiotomie, c'est une coupure avec un ciseau et à ce moment-là, les fibres musculaires sont coupées de façon longitudinale et quand on veut, évidemment, après, on va recoudre les lèvres de la plaie. Puis, ce qui arrive, c'est souvent, étant donné que ça a été coupé de façon stricte, là, c'est beaucoup plus difficile à reprendre par la suite. Donc, la cicatrisation va amener, va amener la possibilité d'avoir certaines problématiques comme une augmentation de la douleur locale, donc c'est un petit peu plus douloureux, risque d'infection plus grand et qu'une déchirure. Alors, c'est pour ça que la plupart des médecins vont préférer que la femme ait une déchirure du périnée. Les déchirures du périnée il y a 4 catégories de déchirures, degré 1, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Bon, le premier et le deuxième degré, ce sont des déchirures qui sont vraiment minimes. Le médecin va réparer par la suite et comme c'est une plaie, encore une fois, avec des fibres musculaires, la déchirure va faire un peu comme une dentelle quand elle va déchirer et quand elle va reprendre la cicatrisation, ça va être plus facile de cicatriser en dentelle, même si on va vous faire des points, ne vous inquiétez pas, les points vont être faits. On va juste rapprocher les tissus ensemble pour qu'ils puissent reprendre ensemble. Mais à ce moment-là, les risques d'infection sont moindres, la douleur va être moindre aussi. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, on dit juste que ça va être moindre. Quand on rentre dans les degrés 3 et 4, ce sont des degrés plus importants. À ce moment-là, la réparation de la déchirure prendra un petit peu plus de temps parce qu'on doit aller dans les couches plus profondes. Mais encore là, une fois, on s'entend que le médecin va vous dire exactement ce qu'il y en est et on va vous expliquer les effets dus à la déchirure, que ce soit au deuxième degré, troisième degré ou quatrième degré. Mon objectif n'est pas de vous expliquer tout ça à l'intérieur du diaporama, puisque c'est beaucoup plus quelque chose de personnalisé au moment où vous accoucherez. Si vous avez une déchirure de ce type-là, on va vous expliquer tout ça, soit par le médecin ou l'infirmière qui sera sur place avec vous. Bon, la césarienne maintenant. La césarienne, il y a 2 sortes de césarienne. Il y a la césarienne planifiée. Alors, quand c'est planifié, ça veut dire que vous êtes chez vous, vous êtes à
32, 34, 36 semaines de grossesse. Et là, vous voyez votre médecin et dans les présentations que je vais vous faire, on va vous dire, ben là, finalement, on va faire une césarienne parce qu'on ne veut pas que vous soyez en travail. Et on va vous donner déjà une date et une heure que vous allez vous présenter au centre hospitalier et on va faire la césarienne planifiée. Alors, les raisons pour lesquelles on ferait ça, c'est que votre placenta serait directement sur votre col. On est capable de le voir en début de votre grossesse. Si le placenta est très, très bas, on va redemander une autre échographie plus tard pendant votre grossesse pour voir si le placenta s'est déplacé de votre col et est allé vers le haut. La plupart du temps, quand l'utérus grossit, le placenta, c'est pas qu'il se déplace, c'est qu'il reste à la même place, mais comme votre utérus grossit, ben, il va se déplacer. Il sera plus sur votre col. Il faut bien comprendre qu'un placenta, c'est assez épais. Et si ça reste sur le col, bien, quand vous allez commencer à dilater ou à être en travail, ça va ouvrir et là, il n'y a plus rien qui va protéger le placenta. Puis vous savez bien que le placenta, c'est attaché à votre utérus pour nourrir votre bébé. Et si là, on ouvre ça, ça va saigner de façon continue. Et la raison pour laquelle je vous parlais de si vous saignez pendant à la fin de votre grossesse ou vous saignez pendant votre travail et que vous imbibez une serviette à l'intérieur d'une heure, donc ou plus rapidement que ça, si le placenta décolle, évidemment, vous allez saigner beaucoup. Vous vous dirigez directement à l'hôpital sans attendre. Bon, ben, on va vous faire une césarienne d'urgence à ce moment-là. On ne parle pas de césarienne planifiée. Mais quand on le sait d'avance, ben là, à ce moment-là, on va planifier ça et on va s'assurer qu'effectivement, vous ne soyez pas en travail. Alors, on va planifier votre césarienne pour environ à 38 semaines de grossesse pour éviter de rentrer par la suite et d'avoir des contractions puis qu'on rentre dans une césarienne plus d'urgence. D'autres cas de présentation par le siège. Donc là, encore une fois, si pour une raison, bon, là, c'est pas vous ni moi qui décidons de ça. Si votre bébé décide de se mettre les petites fesses par en avant, le médecin est capable de le savoir quand on écoute le cœur du bébé. Si c'est une tête qui est en bas, qui est dans votre bassin, ou en tout cas proche de votre bassin, habituellement, le cœur du bébé va s'écouter en bas du nombril. Donc, soit à droite, soit à gauche, variable, ou à la hauteur du nombril. Si on entend le cœur du bébé en haut du nombril, donc vers la gauche ou la droite, mais en haut complètement, le médecin va demander une échographie parce qu'il va soupçonner une possibilité que le bébé se présente par le siège. Donc, il va juste vouloir éliminer cette option-là. Et si c'est le cas, si c'est vraiment un siège, alors à ce moment-là, on va encore une fois planifier votre césarienne, puisqu'on ne veut pas avoir un accouchement par le siège, le risque de collapsus du cordon, que le cordon passe en premier, qu'une jambe passe en premier, qu'un petit pied passe en premier, est possible et on ne veut pas ça. Donc, on va encore une fois planifier une césarienne. Bon, la césarienne antérieure, si jamais vous avez déjà eu une césarienne, c'est pas la première fois, ben oui, vous pourriez subir une autre césarienne la deuxième fois, mais encore une fois, on favorise plus un accouchement vaginal, même après une première césarienne, mais ça dépend de la raison pour laquelle vous avez eu la césarienne la première fois. La césarienne non planifiée, qui est la césarienne d'urgence. Là, c'est quand le bébé est une position qui ne permet pas un accouchement sécuritaire. Donc, on arrive à l'hôpital et finalement, ce sont des faufounes, des fesses qui se présentent en premier ou ce soit une épaule qui se présente en premier. Alors, le bébé ne peut pas, à ce moment-là, être accouché de cette façon-là et vous aurez une césarienne qu'on appelle non planifiée. Bon, le bébé qui ne va pas bien, sa santé est préoccupante. La façon de savoir ça, c'est par son cœur. C'est pour la raison pour laquelle on vient écouter le cœur du bébé très fréquemment. On va aussi mettre le moniteur fœtal externe et on va être capable de surveiller la fréquence cardiaque de votre bébé. Et la seule façon qu'il a de nous dire si ça va bien ou pas, c'est par sa fréquence cardiaque. Alors, si on pense que c'est préoccupant, le médecin va venir évaluer le tout, va demander parfois une consultation, encore une fois, avec un gynécologue obstétricien. Et c'est le gynécologue obstétricien qui va faire votre césarienne. Si votre médecin en est un, il n'y a pas de problème, c'est cette personne-là qui la fera. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, votre médecin traitant sera présent dans la salle de la césarienne, mais ce n'est pas lui ou elle qui fera la césarienne, ce sera le gynécologue obstétricien. Ou le travail ne progresse pas suffisamment. Encore une fois, vous savez, on a un contrôle limité sur comment le travail va se faire. Le seul contrôle qu'on a, c'est sur son propre corps, sa détente, sa relaxation, la fatigue. On n'a pas ça, je le dis toujours, si vous êtes très fatigué, votre travail est très long pour différentes raisons. Et ça, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de
particularités là, où je peux vous dire, ben, si vous faites ça, il n'y aura pas ça, ou si vous faites ça, il y aura ça. On n'est pas capable de dire ça. Alors, si le travail ne progresse pas suffisamment, ça veut dire que vous ne dilatez plus. On a mis le fameux stimulation du travail, donc le pitocin, le syntocinon dans le petit liquide qui va dans votre corps. On vous a même fait une épidurale, mais encore là, il n'y a pas de dilatation qui se fait. Vous restez toujours, on va donner l'exemple, à 6 cm. Alors, vous êtes à 6 cm depuis plusieurs heures. Bien, évidemment qu'on ne peut rien faire hein, parce que vous ne pouvez pas pousser, vous n'êtes pas à 10 encore. Alors, à ce moment-là, ça se pourrait qu'on vous amène vers une césarienne non planifiée et à ce moment-là, on appelle ça un travail qui n'a pas avancé. Donc, ça ne veut pas dire que si vous aviez un deuxième enfant, que ça va arriver encore. Ce n'est vraiment pas du tout le cas. Mais pour celui-ci, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va aller vers une césarienne non planifiée ou la mère qui présente des problèmes médicaux majeurs. Et là, je ne rentrerai pas dans tout ça parce qu'il y a plusieurs problèmes médicaux majeurs qui peuvent arriver pendant un travail. Mais ces problèmes-là sont très rares, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Et si la mère a déjà des problèmes médicaux majeurs, habituellement, la césarienne va être planifiée et non pas non planifiée. Alors, voici maintenant les indications pour les césariennes surtout d'urgence. Donc, la première photo que vous voyez à gauche, c'est le prolapsus du cordon ombilical. Ce que ça veut dire, c'est si jamais votre poche des os crève, que ce soit de façon naturelle ou que ce soit le médecin qui le fasse, il y a des risques que le cordon ombilical puisse passer en avant de la tête du bébé et s'insérer dans votre vagin. Vous comprendrez que la tête du bébé qui appuie sur le cordon ombilical, parce que la tête du bébé, elle est plus dure, bien à ce moment-là, la circulation sanguine qui se fait entre le placenta et le cœur ou enfin le corps de votre bébé, bien, ne pourra plus se faire. Donc, c'est une condition très, très importante et qui va demander une césarienne d'urgence. Bon, j'aimerais que vous ne vous en fassiez pas trop si jamais votre poche des os crève à la maison de façon naturelle, donc que c'est pas le médecin qui le fait. Habituellement, c'est assez rare que le cordon va passer, même que je vous dirais dans les nombres d'années d'expérience que j'ai, les seules fois où j'ai vu des prolapsus de cordon, c'est quand le médecin fait la rupture artificielle de la poche des os parce que lui, son objectif, c'est de faire descendre la tête du bébé. Et à ce moment-là, il y a une succion d'eau qui se fait vers l'extérieur et le cordon accompagne ça. Et à ce moment-là, on est capable de s'en aller directement pour une césarienne d'urgence et on n'a jamais perdu un bébé à cause de ça. Mais c'est quand même une indication. Alors, si jamais, pour différentes raisons, ça vous arrivait, on aura une césarienne d'urgence. Si vous n'êtes pas sous épidurale au moment de la décision de faire la césarienne d'urgence, bien évidemment, comme c'est urgent, on parle maintenant de la sécurité de votre bébé, il se pourrait que vous n'ayez pas d'épidurale et qu'on vous fasse plutôt une anesthésie générale. Et ça aussi, il se pourrait que votre conjoint ne soit pas présent au moment de la césarienne, puisque les minutes sont comptées et on veut absolument que tout ça se fasse le plus rapidement possible. Mais si vous êtes déjà sous épidurale, au moment où la décision se prend de faire la césarienne, votre accompagnateur pourra être présent à ce moment-là à l'intérieur de la salle d'opération où la césarienne va se faire. La deuxième condition, encore une fois, c'est la disproportion céphalopelvique, ça veut dire céphalopelvienne, excusez. C'est encore une fois ce que je vous parlais des stations du bébé à l'intérieur de votre bassin. Alors, pendant le travail, votre bébé peut être en n'importe quelle station, on s'entend, le -2, -1, 0, +1, etc. Là, on en a parlé quand même assez abondamment. Mais si vous êtes rendu à pousser et que votre bébé ne descend pas dans votre bassin, c'est-à-dire qu'il est toujours très haut, et ces bébés-là, habituellement, n'auront pas de problématique au niveau du rythme cardiaque parce qu'ils ne sont pas du tout contraints à l'intérieur d'un bassin, ne vont pas descendre non plus dans la filière vaginale, donc ils n'auront pas de compression d'aucune sorte. La seule chose qu'ils vont ressentir, c'est les contractions, évidemment, mais ce n'est pas un ressentiment physique, c'est plutôt que quand la contraction se fait, il y a une vasoconstriction des vaisseaux à l'intérieur du placenta. Alors, ça fait en sorte de diminuer la quantité de sang qui s'en va au bébé et qui fait diminuer parfois sa fréquence cardiaque, mais jamais, en tout cas très rarement, à un point où on va aller vers une césarienne. Si on fait une césarienne, c'est vraiment parce que la tête ne descend pas, la présentation qui est la tête, et là, c'est impossible de mettre une ventouse ou mettre un forceps, il faut bien s'entendre, puisque la tête du bébé elle est beaucoup trop haute. Elle n'est même pas engagée dans le bassin. Alors, ça serait très risqué d'aller mettre une ventouse et d'essayer de faire descendre ce bébé vers le bas. C'est évident qu'à ce moment-là, le médecin va recommander une césarienne.
Mais dans cette condition-là, comme si le bébé n'a pas de souffrance fœtale, c'est-à-dire que son cœur va super bien, même si vous n'êtes pas sous épidural à ce moment-là, on va être capable de prendre le temps de vous faire une épidurale et que votre accompagnateur puisse être avec vous dans la salle de la césarienne. Parce qu'il n'y a absolument aucune urgence de faire la césarienne le plus rapidement possible, à part le fait qu'on sait que le bébé ne passera pas à l'intérieur de votre bassin, ce qui permet à ce moment-là d'avoir le temps de vous faire cette fameuse épidurale. Le troisième qui est, on appelle ça le décollement placentaire, placental abruption, c'est quand le placenta se décolle. Et là, à ce moment-là, souvent, ça se fait sans que vous ayez de contraction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en travail. Les fois où, mais c'est très, très rare. Encore une fois, c'est une condition qui n'est pas fréquente et qui peut arriver cependant. Alors, si vous avez des saignements, n'importe quand, puis je vous en ai toujours parlé, à partir de 36 semaines, mais avant ça aussi, des saignements rouges clairs qui ressemblent à une menstruation, vous vous dirigez au centre hospitalier. Évidemment, quand c'est un décollement placentaire, il va y avoir aussi des crampes abdominales. Donc, l'utérus essaye de diminuer la quantité de sang, donc va contracter, va faire vraiment une contraction très, très forte. Et habituellement, elle ne relâchera pas beaucoup. Alors, c'est pas un travail. Quand je vous parlais de contraction où on va avoir du temps entre les contractions, l'utérus va se ramollir, on met nos doigts sur notre ventre puis on sent que c'est mou. Mais là, ça ne fera pas ça, ça va rester très dur. Alors, il n'y a pas d'hésitation, on s'en va à l'hôpital. Si possible, vous trouvez quelqu'un qui va vous amener à l'hôpital parce que habituellement, c'est accompagné quand même de douleur et ça sera difficile pour vous de conduire, madame, si votre partenaire ou votre accompagnateur n'est pas présent. Si vous n'avez pas de saignement et que vous avez les mêmes conditions, douleur abdominale intense et contraction ou enfin dureté de l'utérus qui ne relâche pas, même chose, on s'en va vers le centre hospitalier. Et à toutes les fois, à partir de 36 semaines, vous vous dirigez au module naissance, vous n'allez pas à l'urgence. Module naissance va vous prendre en urgence sans aucun problème et vous êtes au bon endroit. Maintenant, si c'est une mauvaise présentation fœtale, c'est-à-dire que votre bébé, ce n'est pas sa tête qui est en bas, c'est autre partie de son corps. Là, si tu imagines, on voit une épaule, mais ça pourrait être ses fesses, ça pourrait être un pied, ça pourrait être une main, ça peut être plein de choses. Ben, évidemment, on va vous faire une césarienne. Encore une fois, le bébé n'est pas en détresse, son cœur va être correct. Alors, il y a de fortes probabilités que si vous n'êtes pas sous épidural, on puisse la faire et encore une fois, l'accompagnateur être présent avec vous. La condition maintenant du bébé où son cœur ne va pas bien, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas, il ne revient pas. On s'entend un cœur de bébé dans une pulsation normale est entre 120 et 160 par minute. Pendant le travail, ça peut être n'importe quand durant le travail, pour différentes raisons. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est le placenta qui ne fait plus sa job, en guillemets, là, ou est-ce que c'est le cordon ombilical qui est enroulé en quelque part et qui est très serré, qui fait en sorte qu'il diminue la circulation sanguine au bébé? C'est quoi qui fait que son cœur diminue comme ça? La question, elle est posée, mais on n'a pas de réponse. Mais il reste quand même que le cœur, s'il ne revient pas, pendant une contraction, c'est normal qu'un cœur de bébé descende en bas de 120. Mais après la contraction, entre les contractions, on s'attend à ce que le cœur du bébé revienne à une régularité normale, donc en haut de 120 ou autour de 120. Si ça ne se produit pas, le cœur du bébé reste toujours en bas de 120 et ne récupère pas, on va vraiment penser à une césarienne le plus rapidement possible pour éviter que votre bébé ait des séquelles de cette situation-là. Bon, évidemment, quand vous êtes au centre hospitalier, il n'y a pas de séquelles véritable, à part le fait qu'on va faire une césarienne d'urgence. Et cette césarienne d'urgence, si encore une fois vous n'êtes pas sous épidural, il se pourrait que ça soit sous anesthésie générale parce qu'on n'a pas le temps de faire l'épidurale, ben, l'accompagnateur, il pourrait ne pas y être. Le placenta prévia, qui est le placenta qui est complètement collé sur le col de l'utérus. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Si le col de l'utérus commence à s'ouvrir et que là, on commence à saigner, ben c'est là le risque, c'est que le bébé n'a plus les nutriments qu'il doit avoir et on va se retrouver dans une autre situation problématique. C'est la raison pour laquelle, quand on sait, la plupart du temps, le placenta prévia, on le sait à cause de l'échographie et on va planifier la césarienne. Alors, ce ne sera pas une césarienne d'urgence habituellement. Alors voilà pour les fameuses indications de césarienne. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Ce que je m'attends, c'est que vous ne la regardiez pas trop souvent parce que, évidemment, toutes les interventions sont décrites à l'intérieur de cette section, mais ça ne veut pas dire que vous aurez toutes ces interventions-là. C'est bien important de ne pas focuser que sur les interventions, mais plutôt sur la normalité et
je dirais, les méthodes non pharmacologiques qui peuvent vous aider, mais quand on arrive à un point où tout ça ne fait plus, ben là, on rentre dans les méthodes pharmacologiques et c'est important que vous les compreniez bien. Alors, en espérant que ceci vous aura aidé, on va passer maintenant aux questions les plus fréquemment posées. Quelques questions qui me sont souvent posées. La première, est-ce que je peux avoir une épidurale n'importe quand durant mon travail? Ben oui, vous pouvez en avoir une n'importe quand, sauf habituellement avant 3 centimètres. On ne souhaite pas que vous ayez une épidurale parce que, vous le savez, je vous en ai parlé, l'épidurale peut ralentir les contractions, ce qui fait que si vous êtes en bas de 3 centimètres puis qu'on vous ralentit les contractions, il faut bien comprendre que déjà là, vous n'êtes même pas en travail actif. On va se retrouver plusieurs heures plus tard avec peut-être encore pas de travail ou très peu. Vous allez être fatigué, même si vous êtes sous épidural. Donc, c'est pas souhaitable. On souhaite vraiment vous l'offrir à partir de 3 ou 4 centimètres. Est-ce qu'on peut l'avoir maintenant jusqu'à la toute fin? Bon, évidemment, si votre travail va assez relativement bien, donc vous dilatez de façon régulière, vous arrivez facilement après quelques heures à du 7 ou 8 centimètres et que vous n'avez pas eu reçu jusqu'à date l'épidurale et que là, vous demandez l'épidurale, ben, ça dépend. Si vous êtes arrivé rapidement à du 7 ou 8 centimètres, on va plutôt vous suggérer soit un narcotique ou, encore une fois, le protoxyde d'azote, puisque ça va vous aider à passer au travers la période ou la phase de transition qui, elle, habituellement, va durer à peu près 1 heure ou autour de ça, pour éviter que vous ayez tous les effets négatifs de l'épidurale. Mais si ça a été très, très long, que vous avez fait plusieurs heures de travail, que ça a été long de la dilatation, que vous avez tout fait, vous avez pris déjà des narcotiques, vous avez utilisé le protoxyde d'azote, vous avez bougé, vous avez modifié votre mobilité, vous êtes allé dans le bain, enfin, vous comprenez, vous avez fait vraiment tout ce qu'il y avait à faire. Et encore une fois qu'on n'est pas encore rendu dans la phase de transition ou qu'on arrive, oui, il se pourrait qu'on vous l'offre l'épidurale parce qu'on trouve que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos. Avec une épidurale, vous comprendrez que comme on ressent beaucoup moins les contractions, même si vous les sentez, vous le savez que vous avez une contraction, mais il n'y a plus de douleur associée, vous allez être capable de vous reposer et parfois même de dormir. Alors, on veut vraiment vous donner une pause. Il se pourrait qu'on puisse vous l'offrir même à 8 ou à 9 centimètres. Maintenant, est-ce que vous pouvez l'avoir rendu à 10 centimètres? Bien, ça serait très, très, très surprenant parce qu'à 10 centimètres, on veut plutôt que vous ayez des contractions, on ne veut pas les arrêter, on veut surtout que vous ressentiez vos contractions pour que vous puissiez mieux pousser. Encore une fois, si on soupçonne qu'on s'en va vers une césarienne parce que votre bébé est très haut, parce ou pour toute autre raison, là, c'est le médecin qui pourra vous en parler. Ben oui, à ce moment-là, on pourrait demander l'épidurale, mais il faut bien comprendre que c'est parce qu'il y a une autre situation qui vient se rajouter et non pas juste parce que vous la demandez. Alors ça, il faut bien regarder ça, mais moi je dis toujours, fiez-vous à votre équipe médicale, regardez avec eux les positifs et négatifs et c'est eux qui vont vraiment vous donner la juste mesure. Avez-vous une idée du taux d'épidural pour un premier bébé? Bon, selon l'Institut canadien d'information sur la santé, les derniers chiffres que j'ai datent de 2016-2017, le taux d'épidural au Québec était d'environ 72 Il est quand même assez élevé si on compare à d'autres provinces. L'Ontario était à 60 et la Colombie-Britannique à 40 on est dans l'ère, ça c'est 3 femmes sur 4, là. On est dans l'ère où on veut pas de douleur, on veut pas ressentir de douleur. Faut bien comprendre que la douleur d'un accouchement n'est pas la douleur d'une jambe cassée. On parle pas de la même chose, là. La douleur d'une naissance d'un bébé, c'est une douleur qui va vers un accomplissement positif, vers une naissance d'un nouveau-né. Il y a l'implication d'un autre être humain à l'intérieur de ça. Alors, on ne fait pas que subir une douleur, associé à un traumatisme. C'est pas un traumatisme, l'accouchement, c'est une expérience de vie différente. Alors, c'est pour ça qu'on essaye de baisser ce taux d'épidural en vous offrant plusieurs autres alternatives pour vous aider durant votre travail. L'autre chose que j'ai souvent demandé, est-ce que vous avez une idée du taux de césarienne au Québec? Les taux de césarienne, oui, on en a. Mais pour le moment, l'Institut, encore une fois, national, l'Institut canadien d'information sur la santé nous donne des informations au niveau d'une première césarienne. Alors, une première césarienne, ça pourrait être un premier bébé, mais ça pourrait être aussi un deuxième bébé qu'on va vers une césarienne. Alors, au Québec, il est environ 20 pour les femmes de 35 ans et plus, et pour les femmes de 35 ans et moins, environ 16
On est une province où le taux de césarienne est quand même relativement bas si on se compare à l'Ontario à 23 pour les 35 ans et plus et à 18 pour les 35 ans et moins, ce qui est quand même assez positif. Alors, les césariennes, on ne les fait pas pour n'importe quoi. Vraiment, il faut avoir des indications bien spécifiques, comparativement à l'épidurale où l'épidurale est beaucoup plus fréquente. Parce que la césarienne, il ne faut pas se cacher, c'est une chirurgie majeure, ce n'est pas mineur. On a quand même l'ouverture de plusieurs couches de tissu ainsi qu'un muscle et l'utérus. Alors, il ne faut pas négliger ça. Donc, voilà pour les taux de césarienne. En espérant que ça répond à vos questionnements. Merci.